Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, actualité mercato dans cette première partie d'émission, les dernières rumeurs mercato, les dernières infos mercato. Et il y aura aussi le nouveau numéro de Mourad Décrypte, épisode 2, consacré à quoi? Aux bonnes pratiques mercato, qui lancera le débat, le gros débat en dernière partie d'émission. Avec qui on va en parler? Avec Nico. Salut. Ça va Nico? Ça va très bien. Avec Mathieu Grégoire. Salut à tous. Ça va Mathieu? Bah écoute, ouais, j'ai beaucoup hésité à venir. C'est vrai? Ouais, parce que depuis que Hervé Berkane a dit sur votre antenne, sur votre plateau, qu'on avait plein d'interviews et qu'on était privilégiés, bah finalement on n'a plus une interview. Ah ouais. Ah ouais, il y a une malédiction là. Mais en fait, tu sais, on a ce pouvoir là. Ouais, c'est très vite faire des. Là, ça s'est arrêté d'un coup. Ouais, Donc je pense que ouais, il y a un effet. Tu veux dire qu'on est vraiment écouté quoi. Écoute, selon Ben, on est sur CBS, hein, on n'est pas loin d'être d'accord avec alors, CBS. Mourad est avec nous aussi. Voilà, tu vois, et Franck Macourt, il regarde CBS, du coup, hop, connexion. Et, Mais l'effet FCM, c'est quand même négatif quand même, j'ai l'impression. ouais, c'est pas un effet positif. Ça, c'est dommage, mais. Moi je trouve qu'on se marre bien quand même. Oui, voilà. Et puis après, ça aide ma mégalomanie aussi, tu sais, il y a des trucs à mon nom et tout. Tout ça, c'est bon enfant, c'est pas sérieux. Ça reste du football. Mais ça te fait rire, ça. Oui, ça fait beaucoup rire. Allez, on passe à la première partie de cette émission, les dernières infos et rumeurs mercato, c'est tout. Et la dernière info, enfin la dernière, c'est pas la dernière, c'est le feuilleton, c'est le début de la dernière ligne droite. Un des feuilletons de ces dernières semaines qui est peut-être mort, ça y est. Qui est mal terminé. Comme les séries Netflix où il faut vite terminer, hop, tu fais une fin Juan Game of Thrones. Juan Miranda, bon ben voilà, en fait il vient pas. On a tous cru qu'il allait venir, et non. C'était imminent, il devait arriver avant la fin de semaine. Il s'est passé quoi les gars, vous avez compris vous ou pas? C'est un dossier qui est mirandaté quoi. Frelaté un peu aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as des infos un peu là-dessus? J'ai pas eu trop d'infos sur ce dossier. C'est pas ça, je maîtrise pas forcément tous les réseaux hispanophones, étant pas pratiquant de la langue, donc je les laisse à d'autres à l'équipe. Mais moi, ce que j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi on a passé tant de temps sur ce dossier-là pour effectivement dire à la fin, il faut mettre une option d'achat et on veut absolument cette option d'achat, ce qui est pour moi intéressant ce qui est et logique. Ça rejoint ce que tu disais juste avant l'émission. Les gens écoutent cette émission, regardent cette émission, même les dirigeants de l'Olympique de Marseille, on avait dit pourquoi il n'y a pas d'option. C'est vrai, parce que par rapport au message que tu renvoies à tes jeunes du centre de formation ou même aux autres prospects que tu veux former et peut-être trader plus tard à forte valeur ajoutée, c'était pas très logique. Après, c'est vrai qu'un prêt de 2 ans, comme ça a été évoqué, pourquoi pas ça passait peut-être mieux. Ça passait mieux, ouais. Mais effectivement, et puis ça coûtait rien, donc ils y ont passé beaucoup de temps, et c'est vrai que ça tombe un peu à l'eau, ça fait un peu mal, quoi. Nico, toi justement, c'est ce que tu disais, c'est que tu comprenais pas qu'on puisse prendre un joueur de cet âge-là, sans option d'achat derrière. C'est ça, alors que comme disait Mathieu, tu as Nkunku, tu as Roca aussi qui sont là. Alors, le niveau, après, c'est une question de débat. Mais quel message t'envoyais à ces deux jeunes-là? On va prendre un mec du même âge, voire plus jeune, et sans option d'achat, donc on sait qu'il ne restera pas. C'est quand même très compliqué. Après, là où c'est décevant, c'est que ça fait encore un feuilleton qui a duré un peu et qui finit mal. Ça rappelle Balotelli et d'autres. C'est marrant, mais c'est vrai que ça finisse bien ou mal, il y a surtout des feuilletons. Ça dure très longtemps. Des fois, ça se finit bien aussi, mais je pense à Balotelli finalement. Oui, mais c'est fini 6 mois après quand même. Non, mais Benedetto. Mais c'est vrai que souvent, il y a des. C'est long, les négociations. Et là, c'est décevant parce que c'était avec le FC Barcelone et le directeur sportif de l'OM, il est censé avoir un peu ses entrées au FC Barcelone. On pouvait imaginer que ça pouvait aller plus vite. Mais donc, est-ce que c'est en interne où ils n'étaient pas d'accord? Là, Mourad me regarde et me dit il ne faut pas spoiler la deuxième partie de cette émission. Non, c'est ça ou pas? Non, même pas. Même pas. Tu veux rajouter quelque chose sur Juan Miranda ou tu veux passer à la. Non, même pas. Moi, j'avais des amis qui venaient de Laval, donc je leur faisais découvrir le panier, tout ça. Moi, Miranda, je savais que ça allait foirer. Bon, c'est bon. Non, je pensais qu'il allait signer, puis de temps en temps, je regardais mon téléphone. Ah ouais, Miranda, ça a foiré, d'accord. Bon, regarde là-bas, c'est. Voilà, et donc, le next, c'est peut-être éventuellement Ghislain Conan. La rumeur Ghislain Conan. C'est une info l'équipe. Ah, voilà, enfin, c'est pas une rumeur, du coup, c'est une information. Ouais, je sais même pas si c'est. L'homme garderait un. Non, vous en aviez parlé il y a une semaine et vous l'avez recité hier ou avant-hier. On en avait parlé après OM Reims.
mais c'était plus du degré des suggestions. Oui, des possibilités. Des possibilités, voilà, avec des informations, parce que effectivement contre Reims, on a vu qu'il revenait. Ça y est, parce qu'il avait eu quand même une blessure très enquiquinante qui avait fait louper toute sa seconde partie de saison, et que par contre ils ont trouvé avec Hassan Kamara, un latéral gauche très intéressant. Qui était super bon contre l'OM. Qui était très bon contre l'OM, alors qu'Hassan Kamara n'est pas à la base un latéral gauche. N'est pas un latéral gauche à la base. Et il joue plus haut. Donc c'est vrai qu'ils avaient deux profils intéressants au même poste, et sachant le goût de Zoubi pour ce joueur depuis quelques quand il était à Guimarães déjà. Même quand il était à Guimarães, on s'est dit que c'était une possibilité voilà, à moindre frais, quoi. Puis il a le profil, grosse blessure l'année d'avant. Ça colle. Et ça c'est ouf, hein. Tu sais que, non mais ça c'est incroyable, j'étais à l'équipe lundi, et on avait fait le papier rongé dans le journal de lundi, et il y a Anthony Clément qui suivait Nantes pour l'équipe avant, il me dit mais c'est incroyable, tu sais qu'il a eu les ligaments croisés, quoi. Et j'avais oublié en fait, tu vois, j'avais fait une... Il y en a un autre comme ça, on va en parler après. Ouais. Ça te plaît ça, Conan, ou pas? Tu en veux ou t'en veux pas? J'ai pas vu... En fait, Reims, je les ai vus jouer surtout en deuxième partie de saison, et Conan il était plus là, et c'était Baba Rahman qui a aussi été cité à l'OM, mais c'était beaucoup plus éloigné, donc j'ai plus vu jouer Baba Rahman que Conan, donc en fait... C'est un bon joueur, Conan. Voilà, c'est typiquement le profil intéressant. Lui ou un pareil Diomisi, la Lazio, c'est des mecs que tu peux faire pour pas trop cher et qui sont des valeurs fiables. Conan il a 25 ans en plus, il est pas il est assez jeune encore. Sauf qu'on a compris sur ce mercato qu'on passera pas un gap, quoi. Et en plus sur ce poste-là, c'est plutôt des prêts que recherche l'OM, non? Parce que là, on parlerait éventuellement d'une cote de 4-5 millions d'euros. Enfin, même ça, l'OM peut les mettre, 4-5 millions d'euros. Il faut qu'il y ait des départs, c'est toujours la même chose, on attend. Ouais, tout à fait. Ils attendent la dernière ligne droite, là, ils vont peut-être solder un peu. Alors, il y a un autre nom qui circule à ce poste, c'est le nom de Laxalt, qui évolue au Milan AC. Enfin, qui ne joue pas trop au Milan AC. Ça ressemble quand même à une rumeur réchauffée par Sky Italia. Parce que moi, j'ai lu l'article exactement. Et en fait, à la fin, ils mettaient, l'Atalanta est sur le coup, et l'OM et la Fiorentina. C'est vrai que le nom avait été cité l'année dernière déjà, après la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est une reprise. En tout cas, le joueur va partir du Milan a priori. Son agent en a parlé. Il parle d'un prêt. Un prêt payant ou pas. Voilà, donc là ça rentre plus dans la case du prêt. Et la case de deux postes en plus, parce qu'il peut jouer milieu offensif. Et de l'opportunité, parce que là aussi, encore une fois, ça va être, maintenant ça va être... Ah bah là, de toute façon, la première opportunité qui passe. C'est horrible quand tu répètes les éléments de langage de Jacques-Henri, c'est horrible. Mais après, c'est vrai qu'ils t'ont dit, ils nous ont dit, on a travaillé sur 30-40 profils de latéraux, on n'arrive pas à trouver la perle rare. Bon, il semblait l'avoir trouvé avec Miranda, quoi. Mais... Après, à moins de 3 millions, c'est compliqué aussi. Tu arrives sur un marché. Bon, je pense que Nice aussi est dans ce cas-là, parce que j'ai vu qu'ils voulaient prendre Ensoki plutôt latéral gauche. Or, Ensoki il veut jouer dans l'axe maintenant. Donc ils avaient parlé d'Albert aussi, je crois. Non plus. Oui, voilà, mais parce que justement, ils n'arrivent pas à faire d'Albert. D'Albert, ça a l'air d'être vraiment un dossier compliqué. Mais ouais, on est sur l'opportunité. Et pourquoi l'OM ne mise pas sur ces deux jeunes au final? De quoi? C'est deux jeunes à eux? Bah oui, c'est deux jeunes à eux. Nkunku. C'est peut-être une question. On a un peu du mal à connaître leur niveau aussi. C'est ça, on les a pas jamais vraiment joués. Après, par contre, il y a toujours ce truc avec les jeunes. Donc, j'espère que les personnes qui jugent que ces deux jeunes ne sont pas suffisamment bons, ils ont des sérieuses garanties sur ce qu'ils voient à l'entraînement, etc. Parce qu'après, on est toujours un petit peu. C'est ce que nous avait dit Andonian et Sparagna qui était passé ici. Il avait dit au bout d'un moment, on se dit on est aux portes de l'équipe première, on se sent bien. Aloé aussi, pareil. Et puis d'un seul coup, tu vois un autre mec qui arrive, qui a le même âge que toi, qui est payé 10 millions, qui est et qui n'est pas meilleur que toi, voilà, par exemple. Et donc, il faut quand même avoir de solides garanties sur le fait que celui que tu achètes, il est bien meilleur qu'eux, et que ces deux mecs-là n'ont pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Donc, Garcia semblait pas trop faire confiance à Roca, et Villas-Boas semble un peu prendre cette suite-là. Donc, on peut se dire, au bout d'un moment, il y a peut-être qu'ils ont raison, quoi. Il faut l'espérer, parce que sinon, si dans quelques années, on voit que Roca, ça devient un solide joueur de Ligue 1 comme Boccali, par exemple, était devenu à Montpellier, on n'aura pas l'air con d'avoir été chercher un mec qui nous aura coûté un prix de transfert et un plus gros salaire, etc. Il y a l'agent de Nkunku qui en a parlé plusieurs fois cet été. Oui, parce qu'il n'a pas signé pour le. Je me demandais, je comprends pas pourquoi l'OM va essayer de se faire prêter des jeunes joueurs étrangers. Ils en ont un sous le coude, c'est son agent. Hein. Oui, mais, il est dans son rôle. Mais non, mais après, moi, je trouve qu'on est prisonnier des discours de la direction sur ce point-là. Ah ouais. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont là, ils nous disent on va faire
Champions Project avec plein de jeunes du cru. Ils ont vite érigé Lopez et Camara comme modèle. Et c'est vrai que c'était des parcours intéressants. Mais ils ont pris l'exemple de Lyon en fait. Ah ouais, Lyon c'est énorme ce qu'ils font, ils grattent les jeunes dans la région à partir de 8-9 ans, ils ont plein de jeunes à l'équipe. Mais le foot en fait c'est évolue, c'est dur de rentrer dans un modèle précis. Lyon aujourd'hui commence leur 11 de départ avec 2 Lyonnais formés, Aouar et Lopez. Ils sont allés chercher des jeunes ailleurs. Tu vois, il y en a moins. Et quand ils ont pris beaucoup de jeunes de la formation, c'était un moment où ils devaient dégraisser justement. Ils étaient dans le dur financièrement, le stade, donc un nouveau stade, etc. Il y a 4-5 ans. Donc je pense qu'on se trompe un peu en voulant dire ouais, on va relancer avec plein de jeunes. Ben ouais, mais il faut voir si les jeunes ils sont au niveau. Aujourd'hui, le foot c'est mondialisé. Donc si tu trouves un jeune Sénégalais qui est plus fort que Rokia, malheureusement, la concurrence elle est impitoyable. Après, ce qu'on dit, c'est que les Rokia et les Nkunku, on les teste pas vraiment. Quoi. Non, mais, et puis, donc voilà, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le ventre. Il faudrait réfléchir aussi à les prêter, parce que là pareil, Rokia, s'il y a un latéral gauche qui arrive, ça va être compliqué, ça va prendre, et il va partir le 31 ou le 2 septembre à l'arrache. C'est ça le problème. C'est pas pensé en fait. C'est pas anticipé. Et puis c'est une de mes grandes marottes, mais aussi c'est bien beau de dire on va former des jeunes. Donc déjà, comme tu le dis, maintenant que Lyon a retrouvé une équipe de très haut niveau, t'as que les très très forts qui sont vraiment originaires, et t'as pas que des Maxime Lopez ou des Camara qui sont des très gros potentiels. Donc il faut réfléchir à un système, à une meilleure passerelle entre des jeunes un peu moyens qui peuvent venir entrer dans une rotation ou faire quelque chose. Et à l'Olympique de Marseille, on ne travaille absolument pas sur un système de ce genre-là, ou même une année où l'équipe est moins bien, où elle a moins de moyens, que tu puisses utiliser, là par exemple, Lucas Perrin, qui est censé être utilisé en 4e défenseur. Donc pour moi, c'est exactement ça. Plutôt que d'aller chercher Grégory Sertic en 4e défenseur, tu vas chercher Lucas Perrin, il te coûte moins cher, etc. Sauf qu'il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là, en fait. Et donc tu te dis, c'est ponctuel, tu n'as pas de système de dire on va miser sur les jeunes, c'est bien, mais c'est pas pour dire tu vas pas d'un seul coup former que des Camara, des Nasri et des mecs comme ça. Et surtout, tu les vends pas. En plus, oui. Non, mais tu vends pas un jeune, c'est incroyable quoi. Là, Chabrol, si tu fais un 5e milieu de terrain, Chabrol, prête-le et puis il fait une bonne saison de Ligue 1 et dans un an ou deux, tu le revends quoi. Mais regarde, Paris, ils vendent leurs jeunes, Monaco, ils les vendent, Lyon, ils les vendent aussi. Donc, de toute façon, on n'a pas vendu. Je sais pas si vous avez un exemple de jeune récent qu'on a vendu. Non. Mais même de vieux. C'est ça le problème. Après, Nasri il avait été vendu, en fait. Il y avait une vente un peu compliquée. Mais ça, c'est il y a 10 ans. À l'OE, ils sont partis dans des deals un petit peu donnant. T'as gratté un petit truc. Mais après, c'est vrai que, par contre, Paris, ils ont aussi eu des gros échecs sur leurs jeunes. Je pense notamment en quantité, ils en ont beaucoup plus aussi. Etc. Mais t'as des mecs, t'as des Dagba, etc. qui rentrent dans l'équipe. Après, forcément, l'équipe, elle tourne beaucoup plus en Ligue 1. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire rentrer un jeune. Oui, dans un collectif. Même si tu viens au Vélodrome, tu peux faire entrer des jeunes et tu tapes quand même l'OM. Donc c'est difficile. Mais eux, en tout cas, ils travaillent là-dessus et je vois quelque chose. À l'OM, je vois rien pour faire une passerelle entre le centre de formation et l'équipe première. Après, tu peux aller plus loin parce que tu en parlais toi aussi la dernière fois. Le petit Raoui, par exemple, qui a été prêté, lui, vrai 2 fois. Même lui, tu l'as pas vendu. Même lui, tu le vends pas. Alors, une autre rumeur au poste de latéral gauche, une autre info du journaliste. C'était sur la chaîne L'Équipe hier soir. C'était l'équipe Mercato. Tu as regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé. Il faut être plus corporate, tu sais. Non, mais là, je suis en week-end, j'étais un peu défoncé. C'était sur la chaîne L'Équipe hier soir, François David, donc le journaliste, qui indique que l'OM s'intéresse à un joueur colombien qui s'appelle Morica. En fait, le joueur est intéressé par venir et l'OM serait un peu hésitant, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il a expliqué sur Twitter après. Exactement. Donc un joueur colombien de 27 ans qui évolue du côté de Rijon. Et qui s'est fait les croisés. Et qui s'est fait les croisés en octobre dernier. Voilà. Donc on prend profil adéquat et en plus ça serait en prêt. Donc là tout colle. Ça t'intéresse ou pas ça? Déjà, est-ce que tu connais le joueur? Moi, je le connais de la Coupe du Monde un petit peu. Après, j'en ai discuté un petit peu avec un agent sud-américain qui me disait qu'avant, il était numéro 2 derrière Fabra de Boca. Pour l'instant, là, les deux, ils y sont plus. Et il y a 2 autres jeunes à leur place. C'est un mec qui est assez costaud défensivement, qui va vite, qui est bien dans les duels. C'est un profil sympa, mais le coup des croisés, il y a un peu d'incertitude une nouvelle fois. C'était pas un de nos bons plans mercato? Non, pas lui, je crois. Pas lui? On n'a pas fait. On a fait beaucoup, mais pas lui. On a fait toute la Colombie. 2000, non? On a 2000 bons plans mercato. 2528.
Ça peut être un joueur intéressant, tu connais pas trop. Non, je connais pas assez pour me prononcer. Mourad, tu veux rajouter quelque chose sur... Je connais pas non plus ce joueur. Après, par contre, ce que Nico m'a dit, donc l'info, c'était un peu un prépayant de 2 millions d'euros. Donc j'ai été voir code Transfermarkt parce que c'est comme ça qu'on fait les PPP à l'OM. Et je vois que sa cote Transfermarkt est de 3 millions d'euros. Donc je me dis, ça va faire un prépayant de 2 millions l'été dernier, je crois. Et sa cote est à 3 millions. J'ai pas compris, mais bon, après, je comprends. Un prépayant déjà de 2 millions. Après, tu sais, souvent, tu peux avoir un prépayant de 2 millions plus 2. Après, ça peut être un truc comme ça. Alors la grosse info aussi, c'est que, et là ça sort aussi du journal L'Équipe, celle-là je pense que tu dois être... T'as vu comme tu te fais mousser quand tu viens ici? T'es bien encore. Combien de fois on a cité le journal L'Équipe? J'ai pas d'interview, mais on se fait merci. Peut-être que t'en auras après ce passage. Hervé peut faire une interview dans L'Équipe, il est ouvert. Mais Hervé, il est déjà passé, t'inquiète. Alors, c'est Luis Gustavo. Est-ce que vous connaissez ce jeune joueur, Luis Gustavo, qui... C'est un Brésilien, non? Ouais. Louis Gustave, Louis Gustave, forcing de dernière minute de Fenerbahçe. De Fenerbahçe. Son agent essaye c'est les Allemands là, de Rougon, essaye de le sortir en fait. Mais on le sent un peu comme ça d'ailleurs. Ouais, au secours, sortez-moi de là, quoi. Il est un peu comme ça, mais après il a été assez cash. Il l'a dit, il avait dit, tu sais, dans sa conférence. Puis il reste pro, quoi. C'était avant Lyon, je crois, en mai. Il avait dit qu'il était qu'il était un peu passé à autre chose. Ça résonnait un peu comme des adieux, un peu. En fait, il me fait penser à des joueurs comme Heinze et Lucho. T'as raison. C'est des mecs quand ils arrivent, c'est des mercenaires. Ils l'assument. Ils se donnent à 1000%. Par contre, quand ils ont envie de tourner la page, ils veulent vraiment la tourner, quoi. Tu sais, ils sont durs à rattraper. À rattraper parce que c'est tout un écosystème derrière, les agents, la famille, etc. Et ils sont aussi là en Europe pour avoir des bons contrats. À une autre échelle, c'est aussi Neymar. Au PSG, tu vois, c'est des mecs, c'est pas trop des mecs de club, quoi. Du coup, la question, c'est est-ce que Fenerbahçe peut lui proposer un salaire supérieur à ce qu'il a à l'OM? Alors, je pense qu'en salaire, il n'y a aucun problème. En tout cas dans les promesses, parce qu'après on doit toujours payer. On ne sait pas si c'est ça. Ils peuvent tout promettre. 6 mois après, pas de problème. Voilà. Après, ils vont pas mettre des milliers et des cents sur le transfert. Sur le transfert. Mais bon, après, Marseille n'a pas payé énormément non plus en transfert sur Gustavo. C'était 8 millions d'euros. Ouais, 8 plus des bonus. Je sais pas s'ils ont tous été élevés, mais... S'il y avait un bonus Ligue des Champions, en tout cas, il n'a pas été élevé. Mais ouais, merci Nico. Merci de remettre le couteau. Non, mais de toute façon, ils ont raison de pusher parce que plus on se rapproche du 2 septembre, plus les prix des Marseillais vont être à la baisse. Attention, aujourd'hui, moi je sais que, par exemple, à Valence, aujourd'hui sur Thauvin, le vrai problème, c'est le salaire, parce que je pense qu'en égo transfert, ils peuvent partir d'assez bas pour l'avoir à 30. Je pense aussi, 30 millions, ça peut moi, je pense qu'il part à 30. Après, il faut payer un salaire. Après, faut payer le salaire derrière. Gustavo, ce qui est embêtant, c'est que Jacques-Henri Hérault a quand même expliqué récemment qu'il voulait le prolonger. Mais Jacques-Henri Hérault, il a aussi expliqué qu'on serait plus déficitaire à partir de la saison prochaine. Et puis après, il a dit à partir de dans 3 ans. Et puis il a aussi dit qu'il allait avoir beaucoup de remue-ménage cet été, etc. Qu'il allait avoir un grand chambardement. Enfin, Jacques-Henri Hérault, il dit aussi beaucoup de choses. Donc bon, après, ça ne sera pas la première, pas la dernière. Il a aussi dit... Rami, les gars, quand on l'avait interviewé en juillet, mais vous le mettez déjà dehors, vous allez bien vite en besogne, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Il va revenir au top, il va tout casser. C'est clair, il va tout casser. Il est en train de s'entraîner à casser un bureau. Il va tout casser à Saint-Tropez avec Charles Gérard et Belmondo. Et belle, alors là, il fait ses propres cascades. Non, mais là, Luis Gustavo, c'est aussi embêtant pour André Villas-Boas, parce que lui, par contre, il compte dessus. Mais il va pouvoir s'appuyer. Il est dans ses 4 capitaines, c'est sûr. Ouais. Il est dans ses 4 capitaines, et après, ce que je disais... Il pourrait mettre Strootman dans ses 4 capitaines. Là, on est sur un grand écart qu'on se disait après les confs à chaque fois de Villas-Boas, c'est que d'un côté, on voit bien qu'ils ont besoin de... Ils ont dit à McCourt, on va te faire des ventes. Sinon, de toute façon, tu vas être d'ores et déjà déficitaire pour 2019-2020. Et puis à côté de ça, ils disent à Villas-Boas, non mais t'inquiète pas, on va pas trop te saccager ton effectif. Donc c'est un jeu d'équilibriste entre les deux. Parce qu'à la base, en fait, ils voulaient vendre Strootman sur les deux. Le Strootman l'a dit. Bien sûr, sur les deux, c'est Strootman. C'est Strootman qui voulait sortir. Aujourd'hui, toi, si tu perds Luis Gustavo, tu te dis, c'est une très grosse perte pour la saison de l'Olympique de Marseille, ça va être compliqué. Si j'écoute les supporters qui ont vu les 2 premiers matchs, ils derniers mois de Luis Gustavo, se disent, je sais pas. Mais non, moi, dans l'état d'esprit, après,
comme dit Mathieu, si Luis Gustavo il veut partir, c'est aussi, tu peux te poser des questions sur le fait de garder Luis Gustavo, parce qu'un joueur qui veut partir, même si c'est un grand professionnel comme Luis Gustavo, il aura toujours sa tête un petit peu ailleurs, ça va être compliqué. Après, c'est sûr que moi, à choisir personnellement entre Strootman et Gustavo, je préfère garder Gustavo. Tu as déjà perdu Lucas Ocampos en termes d'état d'esprit. Strootman, c'est un grand professionnel, je ne critique pas, mais c'est pas non plus le même état d'esprit que Gustavo. Ça reste un Hollandais un peu froid comme ça. Non, à la Roma, il t'aurait dit moins le club, quoi. À la Roma, il t'aurait dit l'inverse, parce que justement, quand ils l'ont perdu, ils ont dit qu'ils avaient perdu vraiment quelque chose dans l'état d'esprit. Mais à l'OM, il n'a jamais donné l'impression de vraiment avoir réussi à prendre les rênes de l'équipe. Il s'est fait calmer, moi, a priori, c'est ce qu'on disait, on avait ressenti ça un peu. Il y avait beaucoup aboyé, on l'a vu, on était à Monaco, on l'entendait gueuler sur tout le monde, et que très rapidement, on ne l'a plus entendu. Il y a une trêve internationale. Un peu remettre en place par certains cadres du vestiaire. Allez messieurs, on arrête ce débat sur les dernières infos mercato, et on va lancer le 2e épisode de Mourad Décrypte. Mourad? Voilà, j'aime bien. Tu veux que je parle de moi à la 3e personne ou... D'abord, tu vas expliquer de quoi ça traite. Des bonnes pratiques mercato. Voilà, on est en plein dedans. Il n'y a rien de plus à dire. Allez, Mourad Décrypte, épisode 2, c'est maintenant. Et si on parlait bonne pratique mercato, prétendre avoir la recette miracle dans ce marché bordélique et ingérable serait un poil présomptueux. Ce n'est donc pas ce que font Stefan Szymanski et Simon Cooper, dont nous vous avions déjà parlé la semaine dernière. Cependant, dans leur livre, au terme d'un long chapitre intitulé « Les hommes préfèrent les blonds, comment éviter les erreurs idiotes sur le marché des transferts », ils parviennent tout de même à dresser une liste d'erreurs à éviter. Alors, erreurs à éviter, c'est pas très monde de l'entreprise, ça, donc on va plutôt parler de bonnes pratiques. Ça devrait plus parler à la direction de l'OM. Si on jetait donc un œil sur cette liste des bonnes pratiques mercato. Numéro 1, un nouvel entraîneur gaspille toujours de l'argent en transfert, ne le laissez pas faire. Comment dire ? On craint des gains. Numéro 2, utiliser la sagesse des foules. Alors là, lorsqu'il parle de la sagesse des foules, il ne s'agit pas de la foule des supporters, mais d'une foule d'avis éclairés au club, c'est-à-dire une cellule de recrutement, un directeur sportif, l'entraîneur, l'alignement des planètes si cher à Jacques-Henri Hérault. On l'écoute lors de la présentation de Dario Benedetto. Ma philosophie, c'est de ne pas imposer un joueur à un coach. C'est d'en parler avec lui et c'est surtout d'assurer les conditions d'un alignement le meilleur possible entre un directeur sportif, un coach et moi-même. On sait très bien qu'à l'OM, il n'y a jamais eu de dissension entre le directeur sportif et l'entraîneur. C'est même Zoubi qui nous l'a dit. Avec Rodi, j'ai un ami pour toute la vie. Numéro 3, les stars des récentes Coupes du Monde ou Coupes d'Europe sont surévaluées. Ne les achetez pas. On n'a pas acheté Dimitri Payet parce qu'il avait brillé à l'Euro. Pas du tout. Payet, frappe du pied gauche. Certaines nationalités sont surévaluées, genre les Français par exemple, bah non, ou les Brésiliens, les Hollandais, les Argentins, on n'a pas acheté ces nationalités-là. Les vieux joueurs sont surévalués, là aussi on a fait all-in que sur des jeunes, voilà celui-là, celui-là, ou encore celui-ci. Les avant-centres sont surévalués, les gardiens sont sous-évalués, bah ça va, c'est pas comme si on cherchait le grand attaquant depuis 3 ans, qu'on avait recruté 4 attaquants lors de ces 3 derniers mercato et que l'on avait recruté dans le même laps de temps qu'un seul gardien qui ne donne même pas satisfaction, c'est bon. Les hommes préfèrent les blonds, identifier et éviter les préjugés visuels. Alors cette petite blague qu'ils font, elle est basée sur le fait que les recruteurs apparemment remarquent plus les joueurs blonds que les joueurs bruns. C'est pour ça qu'ils parlent d'identifier et d'éviter les préjugés visuels. Alors je sais pas si l'OM est trop tombé dans ce piège-là, mais lorsqu'on parle de préjugés visuels, on pense forcément à un attaquant italien qui est venu 6 mois faire de l'intérim, qui nous a coûté un bras et qui est encore dans l'effectif. Ah ou non, apparemment on me signale dans l'oreillette que non. Le meilleur moment pour engager un joueur est quand il vient d'avoir 20 ans. Là, c'est un sujet qu'on a déjà vu. On n'achète que quand ils ont 19, 20, 21 maximum. Vendre un joueur quel qu'il soit si l'offre d'un autre club dépasse sa valeur marchande. Là encore. Thauvin, on vous met 80 millions sur la table, vous faites quoi ? Ça m'intéresse pas. Remplacer les meilleurs joueurs du club avant qu'ils ne partent. À l'OM, on peut citer la très bonne gestion du cas Bafétimbi Gomis par exemple, ou encore Lucas Ocampos dernièrement. Et enfin, il termine cette liste d'erreurs à éviter ou de bonnes pratiques, pour être plus positif, plus monde de l'entreprise, par 2 recommandations où on n'a pas trop d'informations, donc on va éviter de juger l'OM sur ces 2 recommandations-là. C'est acheter des joueurs avec des problèmes personnels et les aider à les résoudre, et aider les joueurs à s'installer, c'est-à-dire
leur coller un officier du club un petit peu qui est capable de leur trouver une maison, de leur trouver des restaurants qui peuvent leur plaire, etc., etc. Bref, on voit tout de même que dans l'ensemble, ces bonnes pratiques mercato ne sont que très peu respectées par cette direction de l'Olympique de Marseille et c'est très décevant parce qu'avec une personne comme Jacques-Henri Hérault, on nous avait promis un mercato rationnel et raisonné et c'est de toute évidence pas ce que l'on a à l'Olympique de Marseille. Sombre. Allez messieurs, c'était Mourad Décrypte, épisode 2. Ça vous a plu ou pas? Ça t'a plu Mathieu? La pastille est sympa, ouais, sympa. Ça se picore sans fin, ouais. Et puis on sent qu'il y a du boulot derrière. C'est vrai, il y a un petit peu de travail. Il est d'humeur badine en plus. Il est en ce moment, il redescend pas, il est d'humeur badine non-stop. Et ça va lancer notre gros débat du jour. On va essayer de savoir si justement les bonnes pratiques mercato ont été... Est-ce que ça a fonctionné du côté de l'Olympique de Marseille? Est-ce que ça a été respecté? Est-ce que tu es d'accord avec Mourad, Mathieu, sur ces bonnes pratiques mercato? Est-ce que selon toi, elles ont été respectées à l'OM ces 2 dernières années avec la nouvelle direction par rapport à tout ce qui avait pu être avancé sur ce terrain-là? Dans la cohérence, il y a 2 aspects. Sur la cohérence, je trouve qu'on n'a pas été assez dans l'anticipation sur ces 2 années, qu'on a toujours navigué à vue, quoi. Que ça prend un temps fou. Par exemple, pour Bafé Gomis, pour vous rappeler ce dossier-là, la prolongation elle a été évoquée entre le joueur et Zubizarreta. Il lui a dit en février 2017, je vais voir tes agents, il les a vus qu'en juin. Donc ça, il y a beaucoup de choses comme ça qui mettent un temps fou, qui ne sont pas réglées. L'IADJ, par exemple, pour prendre un dossier qui n'est pas directement mercato, mais qui est quand même intéressant, entre décembre et le 14 juillet, aucun contact entre le clan L'IADJ et Zubizarreta. Voilà, donc c'est incroyable qu'il y ait des temps longs comme ça. Donc ça, sur ça, je trouve qu'on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas vraiment dans la recherche de profil. Elle n'est pas bien définie, sinon on n'aurait jamais eu des mecs comme Valère Germain à l'OM pour jouer en 4-2-3 ou en 4-3-3. Un mercato d'opportunité. Voilà, on est trop dans l'opportunité. Voilà. Pour le bon côté des choses, parce qu'il y en a aussi, je trouve qu'il travaille avec des réseaux un peu différents. Donc ça, c'est pas trop mal. On voit que même si, bon, là, il faudra faire attention quand même qu'on fasse pas trop de business avec l'ancienne boîte d'Albert Valentin, Promo Esport en Espagne. Je pense à Alvaro quand tu dis ça. Ouais, je pense à Alvaro, donc on va quand même checker ça, mais parce qu'il était le premier Valentin à dire que Garcia faisait son business et tout, donc voilà, on va quand même checker ça, voir si lui applique bien ça. Mais n'empêche que Zoubi, on voit qu'il peut être sec avec n'importe quel agent et ouvert à n'importe quel agent, ça dépend un peu de son humeur, mais en tout cas, il n'a pas trop de réseau préférentiel. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est normalement plutôt une bonne pratique, je crois. Gratis large. Voilà. Et on voit que même les réseaux ils sont élargis, il y a beaucoup de joueurs à l'étranger. Et les commissions, j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu baissé, quoi. Voilà. Après, par contre, tu fais le bonheur de Boca Junior ou l'Étoile Rouge de Belgrade. Parce que en fait, tout ce dont tu parles, en fait, ça se rajoute, tu vois. Parce que là, la liste dont je parle, dont qu'ils essayent d'énumérer, c'est vraiment, tu vois, c'est le basique. C'est le basique. Voilà. C'est genre le B.A.B.A. Comment, tu vois, c'est le tuto YouTube du mercato. Et le mercato, c'est que c'est vraiment des règles, tu vois, des règles à la con, quoi. Genre ne pas laisser son nouvel entraîneur dépenser de l'argent, acheter des joueurs plutôt jeunes. Et le truc aussi, donc que j'ai pas le temps de dire dans la vidéo, etc. Mais si cette liste, ils l'établissent après avoir donc parlé avec Arsène Wenger, avec Jean-Michel Aulas, parce que dans les années 2000, Lyon était pour eux un exemple au niveau du recrutement. Et justement, sur la fin des années 2000, Lyon change de braquet. Et là, bizarrement, ils vont dans le mur aussi. De Macoun. Voilà, à partir de ce moment-là. Et donc, ça s'appuie pas sur n'importe quoi. Il parle avec l'ancien directeur, je pense que c'est le propriétaire de Queen's Park Rangers, qui dit en fait on a été des pigeons, etc. Et donc qui dit aussi tout ce qu'il faut pas faire. Donc c'est vraiment le b.a.-ba en se basant sur ce qui s'est passé en Angleterre, qui est le marché le plus actif. Et en fait, moi, ce qui m'épate, c'est vraiment que Jacques-Henri Hérault, c'est le mec qui te fait des PPT et qui te dit ça se passe comme ça, on va faire ça. C'est des règles de base et que ces règles de base-là, c'est impossible de ne pas les connaître et de pas au moins essayer de les respecter. Encore,
encore sur ce mercato, on nous avait promis des jeunes, etc. C'est ce qui a été lancé. Et après, on te dit oui, mais non, mais en fait, il y a toujours une excuse pour ne pas respecter les règles avec cet Olympique de Marseille, cet Olympique de Marseille de héros. Il y a toujours des trucs. Oui, mais non, mais c'est conjoncturel. On peut pas faire ça, on peut pas faire ça. C'est ta théorie est pratique en fait. Voilà. Et donc, t'établis rien parce que la conjoncture te bouffe toujours sur ton projet, soi-disant à long terme. Et c'est ça qui m'épate un petit peu. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur Provence Azur TV, VAR Azur TV et on prolonge le débat sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur footballclubdemarseille.fr. Restez avec nous, c'est tout de suite. On continue donc le débat sur les bonnes pratiques mercato et on était justement en train de parler du recrutement de jeunes joueurs qui avaient encore été annoncés il y a quelque temps par Jacques-Henri Hérault, par les dirigeants. Un nouveau cycle allait commencer. Et là, les 2 premières recrues, c'est encore des joueurs 29 ans. Expérimentés. Non, non, mais c'est ce qu'on disait. Le problème, c'est que je pense qu'effectivement, quand il le dit, il le croit. Mais il pense vendre. Il pense vendre, rentrer un peu d'argent, parce qu'il y a le déficit, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Et le problème, c'est que les ventes ne se font pas. Donc sans argent... Mais il a pris 2 joueurs quand même. Il les a payés. Pourquoi il ne prend pas 2 jeunes? Mais peut-être parce que des jeunes à ce poste-là, ça coûte encore plus cher. 19 millions, 20 millions d'euros à peu près pour Benedetto, je pense qu'il peut trouver un jeune. Non, mais après, il y a des histoires de garantie. Nice va payer, c'est un peu plus, 25 pour Dolberg. Pour Dolberg. Donc là aussi, il y a... Oui. Mais ça, c'est aussi le problème, c'est que lui, il dit ça en tant que président qui gère les finances de son club, mais à côté de ça, il a un directeur sportif et il a un entraîneur qui vient d'arriver. A priori, Benedetto, c'est plus un choix de Villas-Boas. C'est peut-être aussi Villas-Boas qui, lui, a voulu quand même un attaquant un peu d'expérience. Et on retombe sur la mauvaise pratique numéro 1, ne pas laisser son entraîneur... Après, on a envie de leur dire, coordonnez-vous, quoi. Il arrive en interview à l'équipe, il nous dit voilà, moi j'ai avec l'entraîneur, on a un défenseur central et un attaquant qui sont la priorité. Ça c'était respecté. Ça, il l'avait dit. Mais on veut des mecs d'expérience, quoi. Et à côté de ça, on fera des jeunes à valeur ajoutée. Voilà, il y a juste à se coordonner avec son coach, ça s'entend. Hein. Mais c'est vrai que là, il donne un discours. Et du coup, ils font exactement l'inverse. Ils font exactement l'inverse. Et donc, le contrat de Benedetto, c'est encore un contrat long. C'est-à-dire que c'est un joueur de 29 ans qui débarque avec... Mais avec un salaire moindre quand même. 5, mais tu vas te retrouver encore très certainement avec ce problème-là de ne pas pouvoir peut-être revendre, etc. En fait, ils utilisent beaucoup l'exemple de Wenger à Arsenal les premières années. Bon, après, il est un peu plombé par son stade, etc., parce qu'il doit rembourser son stade. Et sur les premières années, c'est un très bon gestionnaire là-dessus. Et le mec, il prend des décisions qui sont impopulaires. Quand il fait partir Vieira, etc., c'est pas populaire. Le mec, c'est une icône. Les trentenaires à Arsenal, ils savaient, on arrivait, ça va être difficile pour avoir un contrat de plus d'1 an. Robert Pires, il avait fait des merveilles. Il est dégagé. En plus, parce que tu peux faire ça si tu établis des choses clairement. En fait, c'est ça le gros truc, c'est que on t'a dit qu'on allait établir clairement des choses et en fait, tu navigues toujours à vue selon le nouveau coach, selon le nouveau besoin. Le besoin, il est encore une fois conjoncturel. C'est pas, on prend un attaquant, on va le faire grandir sur autant d'années parce qu'on va le mettre dans tel système. Pareil, plus tôt, on parlait des jeunes dans l'émission. Pareil, les jeunes, il n'y a pas de passerelle qui est très claire. Donc en fait, c'est ça qui est très 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 décevant parce que réellement, lorsque Jacques-Henri arrive, il explique, alors là, on va faire ça, on a une méthode méthodique mais c'est pas méthodique, je suis désolé, ce qui se passe, il n'y a rien qui est méthodique. On achète Aymen Abdenour un peu à l'arrache, on ne sait jamais. Moi, en plus, je sais pas, j'ai plein de sons de cloche, j'ai des mecs qui me disent « Ah non, mais ça, c'est Zoubi ». Il y en a d'autres qui me disent « Mais t'es fou, quoi, Zoubi, il détestait Abdenour, c'est impossible. » Moi, je sais pas qui a fait venir Abdenour dans ce club, mais personne n'avait l'air d'en vouloir. Donc, tu le fais venir après t'être pris 6-1, un mec qui avait déjà 28 ans, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de méthode. En fait, c'est ça. Et ces bonnes pratiques, c'est vraiment... mais le B à bas, et c'est même pas respecté. Et ensuite, quand tu vas un peu plus loin, comme disait Mathieu aussi, il y a ce truc des négociations. Et on n'arrête pas d'en entendre aussi des échos là-dessus sur des négociations qui s'étirent de manière incroyable. Tu te dis, mais mon Dieu, donc déjà le B.A.B.A. il n'est pas respecté et après tu creuses encore, quoi. Voilà, c'était la version longue de Mourad Décrypte. Tout ce qu'on avait coupé au montage, il vient de le mettre. Mais sur l'attaquant, c'est intéressant parce qu'au départ, nous, les échos qu'on avait sur la cellule c'est plutôt que la cellule de recrutement voulait Marcus Thuram. Au départ, en début de mercato, c'était en tout cas la priorité à ce poste-là.
Et puis petit à petit, voilà, ça c'est... Benedetto, on voit que c'est effectivement un choix de Villas-Boas, ça fait pas de pli. Hein. Il a failli entraîner Boca en décembre dernier, il connaît parfaitement le joueur. C'est vrai que lui, c'était un profil qu'il recherchait. Et pour aussi continuer sur l'aspect sur les jeunes, est-ce que l'environnement qui a été créé à l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est un environnement attractif pour les jeunes joueurs? Pour Marcus Thuram, par exemple. Oui, pour son agent, son père s'est peut-être posé la question aussi. Est-ce que les dirigeants, Andoni Zubizarreta, Jacques Henriot, est-ce qu'ils ont réussi à créer cet environnement-là pour séduire des jeunes joueurs? On les voit, en fait, ils vont plus facilement à Lyon aujourd'hui. Ou en Bundesliga. Ou en Bundesliga qu'à l'Olympique de Marseille. Ouais, mais alors là, c'est parce que l'OM n'a pas fait l'effort. Ils auraient pu avoir Nicolas Pepe. Oui, pour Pepe, si on en revient aux discussions en janvier 2017, Angers, l'OM leur propose 6 alors que Lille l'aura à 10. Quoi, donc, ils n'ont pas voulu forcer. Pareil pour Moussa Dembélé. Donc c'est plutôt des mecs qui étaient intéressés. Puis attends, à l'OM, on met des beaux salaires. Hein. Regarde, Angers, il va faire x3 par rapport à ce qu'il gagne. Donc c'est pour ça qu'il veut venir aussi. Hein. Donc l'environnement, pour toi, il est bon pour un jeune joueur à l'Olympique de Marseille qui ne se dit pas, bon, ça va être peut-être plus facile d'aller jouer dans un club comme Lyon. On peut prendre l'exemple de Léo Dubois, par exemple, qui était annoncé entre l'OM et Lyon et qui finalement signe à Lyon, qui devient international. Terrier aussi. C'est plutôt Terrier qui a fait ce choix-là. Mais oui, après à Lyon, c'est sûr que c'est plus. Tu as la Ligue des Champions et c'est un poil moins de pression, quoi. Et puis, d'extérieur, ça donne une impression aussi que c'est un poil plus organisé, quoi. Parce que je pense que l'image, elle est aussi là. C'est qu'il y a beaucoup de discours, beaucoup de communication, et dans les actes, il y a de l'incompréhension sur ce qui se passe. Ça, je pense que pour définir le projet, pour se dire là où on va aller en tant que un jeune joueur qui va débarquer dans un nouveau club, lui, il a un plan de carrière, donc il se dit peut-être que je peux venir 2 ans, sur quoi. Là, on a l'impression que c'est pas très clair. Je ne suis pas sûr que ça aide complètement. La lisibilité, elle n'est pas très nette. Et j'ai l'impression que aussi, Andoni Zubizarreta, il discute avec beaucoup de gens, mais c'est très long. C'est très long et ça n'avance pas beaucoup. Et il dit ça m'intéresse, je veux tel profil, je veux ça. C'est ça, il veut pas trop se mouiller, du coup il noie un peu plein de choses. Et moi j'ai eu des retours par exemple d'Amérique du Sud où il a discuté sur plein de profils différents, surtout de latérale gauche pour cet été. Et après, il y a des dossiers qui donnent l'impression d'avancer, puis ça s'arrête, puis il n'y a plus de nouvelles. Et du coup les mecs ne comprennent pas en fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Sur l'aspect économique, est-ce que toi tu as l'impression que justement là aussi il y a eu un environnement satisfaisant qui a été créé en termes de négociation, de salaire, Non, ça c'est un de leurs grands chantiers. En fait, les réponses sont dans les questions, quoi. Non, mais je les pose quand même parce que c'est un de leurs grands chantiers. Pour finir sur le sportif, moi j'ai remarqué aussi qu'ils font beaucoup de. Je suis pas un as, hein, parce qu'il y a juste à regarder les transferts, beaucoup de transferts de l'étranger aussi. Pourquoi on ne va pas chercher un peu plus? Il a peut-être fallu panacher un peu plus entre vieux et jeunes, mais aussi peut-être entre Ligue 1 et Ligue 2. Tu vois, avec des mecs qui sont déjà prêts. Est-ce que c'est pas trop gourmand aussi en Ligue 1? Non, regarde Benedetto, non. Mais si tu veux, tu as des mecs déjà prêts pour la Ligue 1, tu vois. Regarde Lyon, Thiago Mendes, Youssouf Koné, Renan Elaine, ça sera déjà prêt, tu vois. Mais c'est 25, hein, c'est 25 millions. Oui, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que avant, tu les avais. Hein. Là, je parle sur 3 ans. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est vrai que plutôt que prendre des mecs de Serbie, d'Argentine et tout, qui vont avoir quand même un peu de temps pour se mettre à un niveau Ligue 1, qui est quand même un championnat exigeant, quoi. Voilà, donc ça c'était pour. Mais d'autant qu'en plus qu'ils bossent là-dessus. C'est-à-dire que la cellule de recrutement, ils ont des noms, il y a des joueurs qu'ils ont visés. C'est ça, même on peut rajouter Lecomte, le gardien, avant qu'il aille à Montpellier, etc. Il y a plein de joueurs qui ont été proposés et ça a creusé, mais pas trop. Il fait un très bon début de saison d'ailleurs avec Lecomte n'est pas bon. Et donc sur l'aspect économique. T'as l'impression qu'il est sain l'environnement? Non, c'est pas qu'il est sain, c'est qu'ils sont pas bons sur le juridico-contractuel. C'est-à-dire élaborer un contrat, et moi là où je l'ai vu c'était incroyable, c'était pour Balotelli. Pour Balotelli, ils ont découvert en cours des négos en janvier qu'il n'aurait pas l'impatriation à Marseille. Ah oui, putain, c'est qui est énorme au niveau financier. C'est incroyable, c'est parce qu'ils changeaient d'employeur, c'est du droit, ils changent d'employeur et tout. Ils ont consulté un Ponte à Aix, le droit du travail, droit des affaires qui les a aidés et tout, et finalement qui leur a dit ils ont voulu donner de l'argent à Nice
pour que Nice continue de le payer sur 6 faire mois, un montage, enfin faire un montage. On leur a dit aussi, non les gars, là, vous allez prendre un ABS, et surtout l'OM en plus étant toujours plus scruté que d'autres clubs par la justice, il faut faire très très attention. Donc pour l'instant, ils ne se sont pas mis à la faute sur ça, tant mieux. Mais par contre, c'est très long. On en revient à la longueur, au truc, l'impatriation, les ci, les ça. Mais même dans le cadre d'un prêt, ça ne marchait pas, l'impatriation? Si, justement. Si, ça marchait. Ça marchait, mais tu ne pouvais pas le prêter, de toute façon. Non, mais se faire prêter par Nice. Non, mais il était en fin de contrat. Mais sur les contrats aussi, c'était un peu le sujet de notre débat en plus hier. Donc, qu'on a tourné hier, comme d'habitude. Et c'était sur les contrats des jeunes. En fait, moi, ce qui m'épate, alors je sais que toi, tu connais un petit peu ce milieu-là. Chez les premiers contrats pour les jeunes, c'est souvent difficile. Tu as des entourages, les fameux clans. Des intermédiaires aussi. Qui sont aux alentours, etc. Parce que, pareil, tu parlais de l'IAG il n'y a pas eu de contact entre, tu disais, décembre et 14 juillet, c'est ça? Avec Zoubizarreta. C'était pour fêter la fête. Il y a eu une réunion avec des gens du centre femmes, mais avec Zoubizareta, non. Et parce qu'il y a des choses qui sont sorties récemment par le site ActuFoot. Apparemment, il y aurait pu y avoir un premier accord, et puis après ça a traîné. Donc après, il a fait une entrée en jeu, donc ils ont demandé plus. Tu as eu des échos, toi, là-dessus Non, le dossier Liadji, il est assez simple. C'est que l'OM lui a proposé un contrat le 14 juillet. 3 ans plus 2, avec des conditions qui n'ont pas... Enfin, voilà, les conditions étaient ça. Les autres ont dit, non, nous, on aimerait tant. Il y avait un écart important. Après, il est rentré en jeu. Et là, ils doivent se revoir bientôt pour discuter de ça, quoi. Donc non, sur de la négo assez classique. Son agent, d'ailleurs, a dit qu'il n'était pas inquiet. Non, mais son agent, il traite ça comme un autre dossier. Non, il n'y a pas de... Et les chiffres ne sont pas exorbitants. On devrait situer dans les demandes à peu près au niveau de Camara, quoi. Après, ce qui est dingue, c'est que ça prenne autant de temps, quoi. Parce que tu sais que ce jeune, je ne sais pas si tu veux le faire réellement rentrer dans ta rotation, il est appelé dans le groupe, etc. Et, il y a une place à prendre. Alors, on ne sait pas non plus si c'est vraiment dans la tête de Villas-Boas, mais il y a toujours ce truc, on ne va pas le faire entrer en jeu parce qu'il n'a pas encore premier contrat pro, la jurisprudence Flamini, Boutoba, etc. Donc, et tu te dis, mais moi, c'est aussi à ça où je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Si tu veux baser ton projet sur les jeunes, souviens que Garcia avait clairement dit il a mis trop de temps à signer son premier contrat, donc je sais pas trop si je vais le faire jouer, etc. Il a encore du temps à prendre. C'est impossible de continuer comme ça. Et alors, je veux bien que l'agent, c'est normal qu'il ne s'alarme pas, etc. Mais merde, au club, on se dit pas... Oh, ok, on a déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va pas le faire 4 fois. On est tout le temps à se dire, ok, attends, je vais me prendre un café, je reviens demain. Non, mais attends, pour Roca, ce qui était à l'époque cocasse, c'est que Garcia il disait ça, mais les agents de Roca, ils attendaient d'avoir rendez-vous avec Zoubi. C'est Zoubi qui avait décalé plusieurs fois. Donc, eux, ils étaient prêts à le signer le contrat, mais ça a pris 1 mois de plus. Donc c'est vrai que c'est cocasse. Ouais. Alors justement, on parlait de Zoubizarreta, tu en parlais un instant. On attendait beaucoup de lui suite au départ de Rudy Garcia. On s'est dit, il pouvait pas trop travailler avec Garcia, tu vois. Et donc on va voir ce qu'il vaut vraiment sur ce mercato-là. Vous jugez comment Zoubizarreta? Il reste encore d'autres semaines. Peut-être qu'il va faire retourner le mercato là, sur les derniers jours qui restent. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est assez décevant. Effectivement, tout le monde a vu que quand même Garcia a pu prendre beaucoup de décisions et que maintenant, la place a été faite pour Zoubizarreta et que là, on trouve cette même lenteur. Donc là, comme le raconte Mathieu, c'est que la lenteur, elle existait déjà, même quand Garcia faisait plus ou moins les choix. Après, moi ce qu'on m'a glissé, c'est peut-être que Garcia, s'il a fait tous ses choix, c'est qu'il a senti qu'avec Zoubizarreta, ça n'avancerait pas. Moi, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pour ça que Garcia a réussi à s'imposer, parce que j'ai l'impression que Zoubizarreta, il tâtonne, il attend, il veut être sûr. Il tranche pas. Il n'a pas tranché, par exemple. T'es déçu, toi, de Zoubizarreta? Ouais, je suis déçu. Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Je vois l'histoire aussi du centre de formation, Cassini, le frappeur, qui sont en guerre pendant des mois. Il n'a jamais voulu trancher. C'est long. Ouais, c'est long. D'ailleurs, il aura fait une petite vengeance à la fin, Zoubi, tu vois. Mais c'est long, quoi. Ouais, tout est long. Il n'y a pas de... Stratégiquement... on n'est pas dans l'efficacité, quoi. Donc voilà. Après, par contre, c'est sûr qu'il est un parfait ambassadeur du club, parce que c'est quelqu'un d'assez sympa, avec les...
supporters, les médias, etc. Oui, ils discutent avec tout le monde. Pour te dire, le temps est magnifique, c'est super, quoi. Non, mais il fait des petites blagues. Parce qu'avec les médias, sinon, il parle pas plus que ça. Tu parles jamais de foot avec lui. Il parle pas, en fait. Tu parles pas de foot avec lui, tu parles pas de stratégie, tu parles pas de cohérence, tu parles pas de... C'est quelqu'un, pour discuter de la pluie du beau temps, il est super. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est utile? C'est vrai que c'est super décevant parce que nous, on l'a souvent défendu parce qu'on était... La réhabilitation de Garcia commence. C'est bonjour à Manu. Non, faut pas exagérer. Non, mais on va peut-être pas... Après, il a fait les mauvais choix aussi. Garcia, je pense que je retire pas grand-chose de ce que j'ai pu dire sur le bilan de Garcia à l'OM, qui a aussi été l'un des entraîneurs avec le plus de pouvoir dans toute l'histoire du club. Non, mais c'est pour ça qu'il y avait une grosse attente sur ce mercato. Par contre, en fait, le problème, c'est un peu... Tu vois, c'est un peu ça le problème, c'est que tu dis, ok, lui, il était mauvais, mais en fait, tu te dis, ok, on se repose sur l'autre, et tu dis, ben merde, il est mauvais aussi. C'est des mecs, en fait, comme Garcia ou même Villas-Boas aujourd'hui, c'est quand même des mecs qui se cachent pas. Alors, ils ont leurs défauts chacun et tout, mais ils sont en première ligne et ils assument. Garcia, il a quand même assumé. Garcia, il assumait moins que... Pas publiquement, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il allait quand même au mastic, il allait au clash. Il allait au clash, il allait à la bagarre, il allait... Oui, il s'est pas caché dans ce sens-là. Il s'est pas caché dans ce sens-là, tu vois. Après, et Villas-Boas, franchement, sur ça, il est génial parce qu'il est très transparent. Il répond aux questions. Il répond, il est direct. Chose que Garcia faisait pas. Voilà, on a une cohérence quand il dit on va faire des prêts, on va faire des prêts, bah, on comprend. On comprend que la stratégie de l'OM, on n'est pas dans du Joubi qui laisse les agents de Rongier monter au créneau pour dire à Rongier je veux parer. Tu vois, là Joubi se cache derrière le joueur et les agents. Voilà, tranquille. Mais déjà, ce qu'on lui reprochait depuis longtemps, c'est de s'être fait bouffer par Garcia. Il se cache. Et même Hérault, lors de la dernière conférence de presse, a dit s'il faut qu'on mette encore de l'argent, on a les moyens encore d'investir de manière significative. Il l'a dit encore la dernière fois. Ça, c'est pour gagner du temps, ça, surtout. Et j'ai l'impression que là, Hérault, par moment, on a au moment où je pose une question à Hérault, la caméra était cadrée sur Hérault, et puis Hérault, ok, il se tourne vers Zoubi. J'ai l'impression que Hérault aussi maintenant va un peu se mettre derrière Zoubi pour dire ok, demandez-lui si vous avez des questions. Il est dans son rôle aussi. Et Hérault, parlons-en. Lui aussi, on s'était dit, est-ce qu'il ne va pas apprendre de ses erreurs? La fameuse remise en question, beaucoup de supporters comptaient dessus, sur les bonnes pratiques, sur les erreurs qui ont été commises. Est-ce que vous voyez quelque chose de... Le truc, c'est que Hérault, lui, c'est lui qui tient le financier. C'est lui, le sportif, ça va être Zubizarreta. Le truc, c'est toujours le même problème pour moi, c'est la communication. La communication, c'est censé être... c'est sa marotte, mais encore une fois, on dit, il parle d'un projet avec des jeunes, on ne va pas arriver de jeunes. Donc c'est toujours ça. C'est qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais derrière. Et je pense que là-dessus, il n'est pas bon encore une fois. Et là, ça devient compliqué même par rapport à beaucoup de supporters, où il est passé, où il était dans un état de grâce pendant un an. Là, c'est un peu l'extrême inverse, quoi. Là, ça devient, dès qu'il va dire un truc, c'est déferlement, quoi. Là, il est inaudible. C'est le déferlement. Il se fait flinguer. Et toi, tu sens une évolution depuis son arrivée, ou pas, par rapport à sa gestion, à sa communication? C'est une question qui est compliquée, c'est une question qui est compliquée. Aujourd'hui, on voit pas te dire. On voit qu'il se met un peu plus en retrait quand même. Je ne saurais pas te dire, je le trouve effectivement plus prudent, je pense, sur ce déclat. Et comme dit Nico très justement, même s'il est plus prudent, on va se servir du moindre truc pour allumer. Donc, c'est sûr. Donc c'est pas simple. L'image, elle est cassée, c'est compliqué pour lui. Il a le poste le plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on en revient à Zoubi, qui est d'autant plus décevant que lui, il a une bonne cote, il a un poste sympa, une cote intéressante. Parce que comme tu dis, il ne se mouille pas. Il n'a plus qu'à dérouler normalement et il ne se mouille pas. Donc, Et sur les erreurs qui ont été commises, toi, tu vois... Tu penses encore que Hérault puisse se remettre en question, avancer? Parce que quand on évoquait le départ de Garcia, et de dire il faut aussi que Hérault parte. Plein de gens disaient non mais on va repartir à zéro avec quelqu'un, il va apprendre, il va progresser lui aussi. La Brune a mis 4 ans à apprendre, à la fin il savait gérer un mercato. Voilà, est-ce qu'on est là-dedans? En fait, t'es dans des hypothèses, des trucs, est-ce que ça va... En fait, non, on peut juger que sur les faits. Et moi, ça fait 3 ans qu'ils sont là. L'OM Way, c'est quoi l'OM Way dont on nous a parlé? Il est où l'OM Way? C'est ça, moi, à un moment, qu'est-ce que tu vois, on se perd en réflexion, en machin, mais les faits... Puis les mecs, ils se refont jamais vraiment. La Brune, il est arrivé, c'était un joueur de poker, il est reparti, c'était un joueur de poker. Pape Diouf, c'était un agent président, il est reparti, c'était agent président. Donc on les prend avec leurs qualités et leurs défauts.
Et puis tu juges sur les faits. Tu juges sur les faits. Voilà. Et les faits, c'est que là, on pensait tous qu'il y avait ce grand... comment dire, cette espèce de grand verrou qui s'appelait Rudy Garcia. Le verrou, il a été débloqué. Et tu vois qu'il y a certaines choses qui ont changé, mais que l'organisation globale, il n'y a rien qui a changé. Donc là, tu peux commencer à tirer des conclusions. Et parce que je veux bien aussi, Jacques-Henri Hérault nous dirait sans doute, mais c'est à la fin du mercato. Là, on a eu la fin de 4-5 mercato. Donc là, on peut juger 4-5 mercato, ça commence à devenir tangible. Tu as quelque chose de tangible. Et c'est mauvais, et il n'y a pas de changement. Et là, tu arrives à la fin d'un nouveau mercato, et c'est toujours la même chose, pas de changement. Donc c'est sur ça qu'il faut juger, c'est pas sur des... Est-ce qu'il va changer, est-ce que non Et on verra à la fin du prêt d'1 an de Mitroglou si Mitroglou au PSV peut devenir Jean-Pierre Papin. On en discutera dans une prochaine émission. Merci, messieurs, tu voulais rajouter super, non, c'est bien pour lui. Merci. Pour le PSV, c'est quoi, c'est le PSV, c'est ça? PSV et Galatasaray gardent a priori une bonne partie du salaire à payer. Donc. Ouf, surtout parce qu'il aurait pu revenir, non? Non, il y a un contrat. Allez, merci Mourad, merci Mathieu, tu reviens quand tu veux. On recite une dernière fois l'équipe, voilà, le journal de l'équipe, journaliste. On embrasse Hervé. Je veux dire l'équipe. Le journal qui a des interviews. Le journal dans lequel on fait les conférences de presse bilan. Hein, parce que c'est ça. C'est vrai. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot, ça sera lundi prochain. Allez, ciao.